Amis rôlistes, bonjour. Il est considéré comme un des meilleurs jeux d'initiation au jeu de rôle, que ce soit pour les joueurs ou pour les meneurs de jeu, et vous souhaitez savoir comment il vous permettra de vivre des aventures passionnantes et participer à des histoires épiques. Alors bienvenue dans la dernière partie de Comment joue-t-on à Chronique oubliée. Les parties précédentes ont permis de montrer le processus de création de personnages avec, en parallèle, les éléments principaux du système de règles pour que les joueurs aient conscience des tenants et des aboutissants de leur choix. Nous pouvons maintenant décrire le déroulement d'une aventure dans Chronique oubliée et du moment que chacun attend dans ce type d'aventure, le combat. Vos personnages sont prêts et peuvent partir à l'aventure. Pour cela, le livre de base expose les règles pour gérer les voyages, explorations et aventures des personnages. Gardez toujours à l'esprit le principe que chaque action dont le résultat est incertain doit normalement être résolue grâce à un test. Le voyage des aventuriers tout d'abord. À Chronique oubliée, une journée de voyage normale est constituée de 2 périodes de marche de 4 heures. À pied et sur un chemin plat, un personnage portant un sac de voyage bien rempli et son équipement couvre une distance de 12 plus modificateur de constitution, moins défense de l'armure, kilomètres par période de marche. La pénalité de l'armure est divisée par 2 si celle-ci est rangée dans le sac. Une mule ou un âne qui porte le barda du personnage permet d'ajouter 2 km à la distance parcourue par période et de supprimer le malus d'armure si c'est l'animal qui la transporte. La distance parcourue par période passe donc à 14 plus modificateur de constitution, moins éventuellement le bonus de défense de l'armure si c'est le personnage qui la porte. Si le personnage monte à cheval, la distance passe à une valeur constante de 18 km par période. Et à dos de poney, une distance constante de 15 km par période. Maintenant, un personnage peut vouloir faire un trajet plus étendu sur une journée. Il va alors avancer à marche forcée. Dans ce cas, il ajoute une ou plusieurs périodes de marche supplémentaires dans sa journée de voyage. Mais cela a des conséquences. Tout d'abord, le personnage doit réussir un test de constitution s'il est à pied ou de charisme s'il est sur une monture, test de difficulté 12 pour parcourir la distance prévue sur la période. En cas d'échec à ce test, il ne couvre que la moitié de la distance. La difficulté augmente de plus 4 à chaque période de marche forcée supplémentaire. En plus, chaque période de marche forcée conduit à un malus cumulable de -2 ou seulement -1 sur une monture à toutes les actions tant que le personnage et sa monture n'auront pas pris un repos de 10 heures consécutives ou dépensé un point de récupération. Nous aborderons les points de récupération en décrivant la récupération lors des combats. La distance parcourue par période de marche est divisée par 2 en cas de voyage en terrain difficile. Par exemple, dans une forêt dense, en montagne, dans un marécage ou en dehors d'un chemin. En effet, dans ce dernier cas, le personnage doit chercher sa route. L'accumulation des difficultés divise davantage la distance parcourue. Ainsi, voyager en dehors d'un chemin et en terrain difficile divise la distance parcourue par 4. Voyager à dos de monture est impossible en terrain difficile. Celles-ci doivent être tenues par la bride. Imaginons maintenant que le personnage se retrouve devant une crevasse qu'il doit franchir. Sauter en longueur nécessite de réussir un test de dextérité de difficulté égale à 3 fois la distance à franchir en mètres si on saute avec élan, 6 fois la distance à franchir en mètres si on saute sans élan. Franchir une crevasse de 5 mètres de large nécessite donc de prendre de l'élan et réussir un test de dextérité de difficulté 3 x 5 égale 15. Si le personnage échoue, la conséquence la plus courante sera la chute. Lors d'une chute, un personnage peut se réceptionner sans dégâts s'il tombe de 3 mètres, mais doit réussir pour cela un test de dextérité de difficulté 10. En cas d'échec, ou pour une chute d'une hauteur supérieure à 3 mètres, le personnage subit 1 d 6 DM par tranche de 3 mètres de chute. Ainsi, un personnage chutant d'une hauteur de 15 mètres, donc 5 x 3 mètres, subit 5 d 6 dégâts. Au-delà de 30 mètres, la chute est fatale. Des pièges peuvent être dissimulés sur la route des aventuriers. Pour autant, les personnages ont une chance de les détecter avant de les déclencher. Pour cela, le MJ va demander aux joueurs un test de sagesse de difficulté défini par le type de piège. S'il échoue,
le piège se déclenche avec des conséquences elles aussi définies par le piège. Un joueur méfiant pourrait déclarer qu'il cherche à détecter la présence de pièges pendant qu'il se déplace. Dans ce cas, c'est la réussite d'un test d'intelligence de difficulté inférieure de 5 points au test de sagesse qui est nécessaire. Toutefois, ce type de recherche limite le déplacement du personnage à 3 mètres par tour, un tour représentant 10 secondes, soit environ 1 km par heure et 4 km par période. Après avoir détecté un piège, le personnage peut, dans certains cas, le contourner ou devra le désamorcer selon des modalités encore une fois définies par la nature du piège. Échouer à le désamorcer déclenche généralement le piège et ses conséquences. Les caractéristiques des pièges les plus classiques sont décrites dans les marges des pages 75 et 76 du livre de base. Prenons l'exemple du piège à loup. Le détecter nécessite de réussir un test de sagesse de difficulté 15. Le détecter lors d'une recherche active nécessite donc de réussir un test d'intelligence de difficulté 15-5, 10. Le désamorcer nécessite de réussir un test d'intelligence de difficulté 5. Son déclenchement entraîne un point de dégâts et l'immobilisation du personnage qui doit réussir un test de force de difficulté 15 pour se délivrer. Autre événement qui pourrait bien arriver au personnage, prendre feu ou traverser un incendie inflige 1 d 6 DM par tour. Dans le cas d'un incendie, il faut en plus réussir un test de constitution pour ne pas suffoquer et perdre connaissance. La difficulté de ce test est de 5 au premier tour, mais augmente de 2 à chaque tour passé dans l'incendie. Soulever une charge au-dessus de sa tête, très logiquement demande de réussir un test de force, dont la difficulté dépend du rapport entre le poids de l'objet et le poids du personnage. Difficulté de 10 pour un objet dont le poids est égal à la moitié du poids du personnage, 15 pour un objet dont le poids est égal au poids du personnage, 20 pour un objet dont le poids vaut jusqu'au double du poids du personnage, 25 pour un objet dont le poids vaut jusqu'au triple du poids du personnage. Si le personnage porte l'objet dans ses bras sur quelques mètres, il doit réussir le même test mais en bénéficiant d'un bonus de plus 5 au test. Si le personnage traîne l'objet sur quelques mètres, il doit réussir le même test mais bénéficie d'un bonus de plus 10. Le personnage ne s'aventurera pas toujours dans des contrées tempérées et un meneur de jeu sadique peut l'amener à supporter des températures extrêmes. Le joueur devra pour cela réussir des tests de constitution renouvelés par période de 6 heures. Chaque échec se traduit par 1 des 6 dégâts retranchés au point de vie. La difficulté du test est de 10 pour une température supérieure à 40 degrés. Songez que le malus de défense de l'armure peut être appliqué si le personnage la porte, notamment s'il s'agit d'une armure métallique. La difficulté passe à 15 au-dessus de 45 degrés, comme en dessous de moins 30 degrés, voire entre 0 et moins 20 si le personnage ne porte pas de vêtements adaptés au froid. Et le test doit être renouvelé toutes les heures, et non plus toutes les 6 heures, si la température passe au-dessus de 50 degrés ou en dessous de moins 40 degrés. Enfin, le système de DMO structure permet de gérer l'idée que pourraient avoir les joueurs de s'attaquer à une porte ou à des murs par exemple. Le système de chronique oubliée considère plus ou moins ces structures comme des ennemis que l'on combat et qui posséderaient donc une valeur de défense et des points de vie. La valeur de défense et le nombre de points de vie d'une structure sont égaux et exprimés par une valeur appelée solidité. Par ailleurs, une structure va présenter une résistance aux dégâts qui vont rendre sa destruction plus difficile. Ajoutons que les armes perforantes comme les flèches ou les dagues n'ont aucun effet sur les structures, et les armes tranchantes comme les épées n'ont pas d'effet sur les structures maçonnées, c'est-à-dire les murs. Illustrons cela par un exemple. Crush, le demi-orc, est bloqué par une porte en bois qui lui barre le passage et souhaite l'enfoncer. Il décide d'utiliser son épée à 2 mains pour cela. Les valeurs des structures de base sont données dans le livre de règles. Une porte simple en bois, par exemple, a une solidité de 15 et une résistance aux dommages de 5. Crush doit donc réussir un test d'attaque au contact dont la difficulté est égale à la solidité de la porte, 15. Il jette le dé20, obtient un 13 et ajoute son modificateur de force, plus 3, pour un résultat final de 16, supérieur à la solidité de la porte. Le test est réussi. Il peut maintenant lancer les dés de dégâts. Son épée à 2 mains inflige 2d6, plus modificateur de force, 3. Il obtient 5 au lancer de dés, plus 3,
un résultat de 8 DM. Mais les règles nous apprennent qu'une porte simple en bois possède une résistance au dommage, un RD, de 5. On doit donc retirer 5 à ce total de 8. Crush n'inflige donc que 3 dégâts à la porte. Le nombre de points de vie de la porte est, comme sa défense, égal à sa solidité, donc à 15. Crush a infligé 3 dégâts, il en reste encore 12 avant qu'elle ne cède. Ça va être long et difficile. Les aventures des personnages vont être ponctuées de combats contre des ennemis. Nous avons déjà vu dans les parties précédentes comment se déroulent les tests d'attaque et la détermination des dégâts infligés. Mais il nous faut quand même voir en détail le déroulement d'un combat dans Chroniques oubliées. Les combats sont constitués d'une succession de tours de combat au cours desquels les différents personnages, PJ et PNJ, vont intervenir chacun leur tour dans un ordre bien précis. Un tour de combat correspond à une unité de temps de 10 secondes, donc l'ensemble des événements qui se déroulent durant ces 10 secondes. Nous l'avons vu précédemment, l'ordre dans lequel interviennent les personnages est déterminé par leur initiative. Plus l'initiative est élevée, plus le personnage peut agir rapidement durant le tour de combat. L'initiative de base est égale à la valeur de dextérité du personnage, plus un certain nombre de bonus éventuels, notamment en fonction des capacités acquises par le personnage, comme par exemple la capacité vivacité de la voie du combat de Crush. En cas d'égalité, les PJ interviennent avant les PNJ, et en cas d'égalité entre PJ, ceux-ci pourront être départagés par leur valeur de sagesse. L'initiative indique à quel moment le personnage peut intervenir, mais le joueur peut décider de retarder son action et d'agir plus tard en fonction des événements. On dit dans ce cas que le personnage réduit son initiative pour agir plus tard. Le livre de base prévoit également des règles optionnelles très intéressantes pour l'initiative. En voici une comme exemple, mais n'hésitez pas à aller voir les autres. Un personnage peut interrompre l'action d'un autre personnage. Il doit pour cela l'annoncer clairement avant que ce personnage n'agisse et il doit réussir un test de dextérité de difficulté égale à l'initiative du personnage. S'il échoue, il peut cependant agir à son tour normal. S'il réussit, il interrompt l'action et agit de manière anticipée. Mais dans ce cas, il ne peut effectuer qu'une action de mouvement ou une action d'attaque. Pas les deux, et pas d'action limitée. Après cette action, il a terminé et ne pourra plus agir avant le prochain tour. Que fait le personnage durant son tour de combat? Il existe globalement 4 types d'actions possibles au cours d'un tour de combat. Les actions de mouvement, au cours desquelles le personnage se déplace. Les actions d'attaque, au cours desquelles le personnage attaque un adversaire. Les actions limitées, qui correspondent normalement à des actions précises données par certaines capacités du personnage. Les actions gratuites, qui elles aussi sont conférées par certaines capacités des personnages. À chaque tour de combat, un personnage peut effectuer une action limitée, ou une action de mouvement et une action d'attaque, ou 2 actions de mouvement. Si le personnage dispose d'une action gratuite, celle-ci peut être ajoutée aux autres actions possibles au cours du tour de combat, même à une action limitée. Une action de mouvement consiste, pour le personnage, à se déplacer ou à effectuer une tâche comme se relever s'il était tombé, ramasser ou dégainer une arme, boire une potion, etc. Pour un personnage à cheval, monter ou descendre de sa monture est une action de mouvement. Le personnage peut utiliser une action de mouvement pour se déplacer. Il peut ainsi parcourir une distance de 20 mètres maximum par action de mouvement. Notez que si le terrain est difficile, en forêt dense, montagne, marécage, cette distance maximale de déplacement est divisée par 2, donc réduite à 10 mètres. Une action d'attaque est bien évidemment une attaque au choix, au contact, à distance ou magique, résolue selon les conditions que nous avons déjà vues. Le test est réalisé en lançant un dé 20 et en ajoutant le score d'attaque du personnage et sera réussi si le résultat est supérieur à la défense de la cible. Si le test est réussi, les dommages peuvent être déterminés et appliqués à la cible. Dans certains cas, un personnage pourra vouloir en aider un autre dans son combat contre un même ennemi. On parle alors d'attaque concertée. Ceci est particulièrement utile quand les attaques du joueur sont inefficaces contre son ennemi. Imaginons que le joueur comprenne que seules les armes contondantes sont efficaces alors que lui n'a qu'une épée. Il peut alors proposer à un allié armé d'un marteau de coopérer contre cet ennemi.
Il détourne son attention pendant que l'autre frappe. Dans les faits, le personnage aidant effectue un test d'attaque au contact normal. S'il le réussit, il confère alors un bonus de +2 au test d'attaque du personnage aidé. Le bonus passe même à +4 si le résultat est de 25 ou plus ou en cas de réussite critique. En cas d'ennemi puissant, et par exemple en attendant qu'un allié le débarrasse des ennemis, un personnage peut renoncer à attaquer pour se concentrer sur sa défense. Sacrifier une action d'attaque pour renforcer sa défense constitue une défense simple. Cela confère un bonus de +2 en défense jusqu'au prochain tour du personnage. Nous avons déjà bien appréhendé le déroulement des tests d'attaque, mais il faut encore dire à ce sujet que le MJ peut imposer des modificateurs supplémentaires, bonus ou plus souvent malus, en fonction des conditions dans lesquelles se déroule l'attaque. Par exemple, la cible d'une attaque à distance peut être à couvert ou en pleine mêlée. Dans ce cas, le test d'attaque à distance se fait en ajoutant un malus de -2 à -5, surtout si un allié masque la cible. Les conditions de luminosité vont également défavoriser les attaques. En cas de pluie forte, tous les tests physiques, y compris les tests d'attaque au contact et à distance, subissent un malus de -2. Dans la pénombre, les tests d'attaque à distance subissent un malus de -5. Et les personnages sont aveuglés lorsqu'ils sont dans le noir total et ne possèdent pas la capacité raciale de voir dans ces conditions. Une action limitée consiste le plus souvent en l'utilisation par le personnage d'une capacité qualifiée de limitée. Dans la description des capacités des différentes voies d'un profil, celles qui nécessitent une action limitée sont notifiées par un L entre parenthèses juste après leur nom. Par exemple, la capacité de rang 2, désarmé, de la voie du combat du profil de guerrier est une capacité limitée. Pour être utilisée pendant un tour de combat, le joueur devra donc utiliser une action limitée. Si jamais Crush doit se déplacer avant, il devra donc utiliser une action de mouvement et ne pourra donc pas utiliser une action limitée. Il ne pourra donc pas utiliser cette capacité désarmée dans ce cas, même s'il la possède. Notez également que certaines armes, notamment les arbalètes lourdes ou les armes à feu si vous les autorisez au cours de vos parties, nécessitent une action limitée pour être rechargées. Une particularité également pour le combat à cheval. Combattre sur un cheval de selle nécessite une action de mouvement à chaque tour pour lui faire garder son calme. En conséquence, les actions limitées en restant en selle ne sont possibles que sur un cheval de guerre ou une monture fantastique de chevalier. Comme pour la défense simple, le joueur peut sacrifier cette fois une action limitée pour améliorer sa défense. Il ne peut alors rien faire d'autre pendant le tour, mais obtient ainsi un bonus de +4 en défense jusqu'à son prochain tour. On parle ici de défense totale. Attaquer avec une arme dans chaque main est également une action limitée. La tâche est plus compliquée que pour une attaque normale, ce qui est reflété par un test un peu particulier. Pour chaque arme, on réalise le test d'attaque en lançant un dé 12 au lieu du dé 20. Les dommages infligés, par contre, sont normaux. Notez également qu'on distingue une main forte et une main faible. Un personnage droitier a sa main gauche qui est faible. Dans une attaque à 2 armes, la main faible doit manier une arme légère, c'est-à-dire qui inflige un dé 6 dégâts maximum. Certaines attaques, ou parfois un échec critique, peuvent conduire un personnage joueur ou non joueur dans ce que l'on appelle un état préjudiciable. Un personnage peut être aveuglé. Ses scores d'initiative et de défense perdent 5 points et il subit un malus de -10 au test d'attaque à distance. Rappelons que c'est cet état que subit un personnage dans le noir complet comme on l'a vu tout à l'heure. Un personnage affaibli utilise un D12 à la place d'un D20 pour tous ses tests. Les réussites critiques ne sont dès lors plus possibles. Un personnage étourdi ne peut plus agir et perd 5 points en défense. Un personnage immobilisé ne peut plus se déplacer et utilise un D12 à la place du D20 pour tous ses tests. Un personnage paralysé ne peut plus agir et est touché automatiquement en cas d'attaque en subissant en plus un critique. Un personnage ralenti n'a plus droit qu'à une action par tour, mouvement ou attaque. Les actions limitées sont impossibles dans cet état. Un personnage renversé perd 5 points de défense et subit un malus de -5 à ses tests d'attaque jusqu'à ce qu'il se relève, ce qui nécessite une action de mouvement.
et un personnage surpris ne peut agir et perd 5 points de défense. À ce sujet, des personnages peuvent essayer de prendre un ou des ennemis par surprise en tendant une embuscade. Si ces personnages ont pu se cacher, chacun de leurs ennemis doit réussir un test de sagesse pour les détecter. La difficulté de ce test est égale à 10, plus modificateur de dextérité des assaillants, plus éventuel bonus de discrétion. Chaque personnage qui échoue à ce test se retrouve dans l'étape préjudiciable, surpris. Il ne peut donc pas agir et perd 5 points en défense comme nous venons de le dire. Nous avons déjà vu comment trouver le nombre de dégâts infligés lors d'une attaque réussie. Précisons quand même que si le test d'attaque se solde par une réussite critique, les DM, les dégâts infligés, sont multipliés par 2. Lorsqu'un personnage subit des dégâts, il les soustrait à ses points de vie. Ces dégâts simulent l'épuisement et les blessures que subit le personnage. S'il tombe à 0 point de vie, il perd conscience et meurt dans l'heure qui suit, à moins qu'il ne bénéficie d'un sort de soin, ou qu'on ne lui administre une potion de soin, ou qu'un autre personnage ne lui administre des premiers soins médicaux. Ce dernier doit, pour cela, réussir un test d'intelligence ou de sagesse de difficulté 10. Un personnage qui récupère des points de vie reprend conscience et peut de nouveau agir. Un personnage qui a perdu des points de vie peut les récupérer s'il passe une nuit complète de sommeil réparateur dans de bonnes conditions. Il récupère alors un dé de vie, plus modificateur de constitution, plus niveau point de vie. Attention, ce n'est pas cette fois la valeur maximale du dé de vie qui entre en compte, mais un lancer de dé de vie. Évidemment, le nombre de points de vie récupérés ne dépasse jamais le nombre de points de vie total du personnage. Pour des cadres de jeu où les combats sont fréquents, il existe une règle avancée mettant en place un système de points de récupération. Dans ce cadre, chaque personnage possède 5 points de récupération. Dépenser un point de récupération et se reposer 5 minutes permettent de récupérer comme une nuit complète de repos, soit un dé de vie, plus modificateur de constitution, plus niveau, point de vie. Dans ce cas, le personnage récupère un point de récupération par nuit complète de sommeil ininterrompu et dans de bonnes conditions. Signalons encore que les règles de Chronique oubliée prévoient le cas où les personnages souhaiteraient se battre avec des ennemis mais sans causer de blessures graves ou mortelles. Dans ce cas, le personnage cherche à infliger des DM non létaux ou DM temporaires. Lors du test d'attaque au contact, le personnage qui se bat de cette manière subit un malus de -2, à moins d'utiliser une arme adaptée comme un gourdin ou un combat à main nue. Se battre à main nue inflige 1 des 4, plus modificateur de force du personnage, moins modificateur de force de la cible, DM temporaire. Les DM temporaires ne sont pas retranchés au point de vie du personnage, mais comptabilisés à part. Si le nombre de DM temporaires infligés dépasse le nombre restant de points de vie de la créature, celle-ci tombe inconsciente pour une durée égale, en minutes, à la différence entre le nombre de DM temporaires infligés et le nombre de points de vie. Le personnage récupère alors un point de DM temporaire par minute. Ainsi, si un personnage qui n'a plus que 3 points de vie subit 7 DM temporaires, il devient inconscient pour 7 moins 3 égale 4 minutes. Si d'aventure le personnage met la main sur du poison, il pourrait essayer d'en enduire son arme. Cela nécessite de réussir un test d'intelligence de difficulté 14. En cas d'échec, la dose est gaspillée. En cas d'échec critique, le personnage s'empoisonne lui-même. Mais en cas de réussite, la première attaque réussie, mais elle seule, permettra d'appliquer les effets du poison. Un personnage empoisonné doit habituellement réussir un test de constitution de difficulté 10 ou subir les effets du poison. Le livre de base décrit 4 types de poison: affaiblissant, lent, rapide et violent. Des personnages peuvent également s'enfuir si le combat leur est défavorable. Leurs ennemis peuvent alors se lancer à leur poursuite. Une poursuite se déroule comme un combat en tour de poursuite. Le MJ détermine d'abord la distance entre les opposants au départ. En général, chaque personnage utilise à chaque tour toutes ses actions en mouvement. Je rappelle qu'une action de mouvement permet de parcourir 20 mètres et qu'un personnage peut effectuer 2 actions de mouvement par tour. Si un personnage réalise une attaque à distance, par exemple, il perd donc automatiquement 20 mètres. Dans ces conditions, évidemment, les personnages restent toujours à distance égale.
Pour déterminer la variation de distance, à chaque tour, les protagonistes effectuent un test opposé de dextérité en appliquant comme d'habitude les bonus et malus conférés par les capacités ou le poids des armures. Les vainqueurs de ce test rattrapent, si ce sont les poursuivants, ou distancent, si ce sont les poursuivis, leurs adversaires d'une distance égale à la différence entre les scores obtenus. Si cette différence est supérieure à 10, celui qui obtient la réussite gagne une action supplémentaire dans le tour, ce qui lui permet soit de rattraper, soit de distancer son adversaire par action de mouvement, soit d'attaquer l'adversaire au contact s'il rattrape ou à distance s'il distance. La poursuite se termine si les protagonistes se perdent de vue, c'est-à-dire si la distance entre eux dépasse 50 mètres en forêt ou jusqu'à 500 mètres et plus en plaine dégagée. Si au bout d'une dizaine de tours, la poursuite n'est pas terminée, les tests opposés de dextérité peuvent être remplacés par des tests opposés de constitution pour simuler le fait que l'endurance prend alors le pas sur la vitesse et l'adresse. Et pour terminer, en vivant des aventures et en se démarquant lors des combats, les personnages vont acquérir de l'expérience et progresser. Contrairement aux jeux basés sur le système Donjons et Dragons, la progression des personnages à Chronique oubliée n'est normalement pas basée sur l'obtention de points d'expérience ou XP, mais est bien plus simple que cela. On considère généralement que le fait de mener une aventure à son terme, une aventure représentant un scénario de plus ou moins 8 heures de jeu, conduit les personnages à progresser d'un niveau. Lors du passage de niveau, un personnage augmente ses points de vie d'un nombre égal au lancer de son dé de vie auquel on ajoute le modificateur de constitution, augmente tous ses scores d'attaque de +1, ce qui est normal puisque nous avons vu que les scores d'attaque sont obtenus en ajoutant divers modificateurs au niveau du personnage, et obtient 2 points de capacité qu'il peut utiliser pour acquérir de nouvelles capacités. Rappelons que les capacités de rang 1 et 2 coûtent 1 point de capacité, alors que les capacités de rang 3 et plus coûtent 2 points de capacité. Et aussi qu'un personnage ne peut acquérir de capacité s'il n'a pas déjà les capacités de rang inférieur dans la même voie, et ne peut acquérir non plus de capacité d'un rang supérieur à son niveau. Voilà, vous en savez maintenant largement assez pour commencer à jouer en tant que joueur ou en tant que meneur de jeu à Chronique oubliée Fantasy. Alors attention, ces vidéos présentent les règles de base et certaines règles avancées et optionnelles. Elles ne se substituent pas au livre de base, dont l'étude vous apportera tous les détails, exceptions, variantes et options de jeu qui seront nécessaires dans certains cas précis ou pimenteront davantage le jeu. Mais j'espère que grâce à ces vidéos, vous disposez des clés pour aborder sereinement le reste des règles au fur et à mesure de vos parties, et surtout de vos envies et besoins, puisqu'en jeu de rôle, les règles s'adaptent aux joueurs et pas l'inverse. N'hésitez pas non plus à utiliser les nombreuses ressources d'internet, et je vous conseille particulièrement le site du DRS, c'est-à-dire du système de règles de Chroniques oubliées, qui vous donnera toutes les règles abordées ici, voire plus avec notamment le bestiaire du jeu. Le site N'oubliez Chronique, qui vous donnera les outils pour vous simplifier la vie pour la création de personnages. J'espère donc que cette série de vidéos vous aura donné l'envie et la confiance pour aborder le jeu de rôle Chronique oubliée et qu'il vous apportera de nombreux moments de joie avec vos amis. Maintenant, si vous souhaitez apprendre à jouer à d'autres jeux de rôle, d'autres vidéos viendront continuer la série Comment joue-t-on à ? À l'heure où cette vidéo sort, la première partie de Comment joue-t-on à Tiny est déjà publiée sur la chaîne. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications de la chaîne. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour faire connaître le jeu de rôle au plus grand nombre possible. En attendant la suite, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR Pratique.